Bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, je ne vais pas commencer par le petit rituel de l'invocation aux 9 ondines de lumière que j'avais commencé à faire. Je voudrais dédier ce 7e épisode des Chroniques de Merinkiel à une amie qui a disparu il y a quelques jours des suites d'un cancer. Je parle de toi, Meredith, qui nous a quittés il y a vraiment tout récemment, avant tes 60 ans. Je voudrais particulièrement lui dédier cet épisode, car plutôt un épisode de ses chroniques, car Meredith était une rôliste, une passionnée, et aussi une des abonnées de notre chaîne WhatsApp, les Chroniques de Merinkiel. C'est donc à elle d'abord que je veux consacrer ce 7e épisode. Alors, vous comprendrez aussi pourquoi j'ai mis un peu de retard pour publier cette chronique aujourd'hui. Aussi, exceptionnellement, je pense que pour des raisons techniques, je vais la scinder en plusieurs parties de façon à pouvoir intégrer les images. On va essayer. Alors aujourd'hui, ce 7e épisode des Chevaucheurs du Vent est consacré au fils d'Eliu-Mangar. Je vous en ai déjà parlé des 3 fils, et le chapitre est vraiment centré sur une présentation de ces princes, et c'est là qu'on découvre véritablement le dernier des fils, Ravengard, qui jouera un rôle très important dans la saga. Le chapitre s'ouvre sur le prince Meskener, qui, vous le savez, le fils aîné, qui a été approché dans l'épisode précédent par le comte Andret, son ami et grand fauconnier, mais qui est aussi possédé contre sa volonté par un des servants du serpent d'aîné. Je veux parler de l'ange noir Libaniel. Meskener, au début du chapitre, se dit perplexe et très flatté de la proposition d'Andret, qui ressemble quand même furieusement à un coup d'État. Il s'imagine prenant la place de son père Eliu-Mangar, coiffant la triple couronne. Alors la triple couronne, c'est un objet particulier. Ce n'est pas, comme on pourrait l'imaginer, la couronne triple ou double impériale qui serait gardée jalousement comme les joyaux de la couronne. Il s'agit plutôt d'un objet magique qui apparaît lors du couronnement. Et on ne la voit apparaître, cette triple couronne, qu'au moment où un nouveau roi est désigné. En tout cas selon la légende, car je vous rappelle que le royaume n'a connu qu'un seul roi, Eliu-Mangar, qui a unifié l'ensemble des continents et a régné durant 500 ans. C'est donc ces 3 fils qu'il a engendrés à la fin de sa vie, qui sont appelés, en tout cas pour l'un d'entre eux, à lui succéder. Alors, cet épisode commence vraiment par ces réflexions de Meskener, qui se dit qu'au fond, Andret a peut-être raison, des nobles lui ont été présentés pour le soutenir. Au fond, même si le droit d'aînesse n'est pas un élément inscrit dans la charte de fondation du royaume, eh bien, c'est quand même une coutume qui est pratiquée dans le plus vieux des clans magiques, qui est celui des sorciers de l'aube. C'était d'ailleurs l'argument principal de l'émissaire des sorciers, le sorcier Ordanès, lors de la controverse des mages. Pour autant, on apprend, et je vous en avais dit un mot, que Meskener n'ose pas braver l'interdit des mages. Il est terrorisé. Et on apprend pourquoi, alors qu'il était un jeune enfant de 5 ans,
il a pénétré, un peu à l'insu des adultes, dans la salle du dôme d'émeraude, salle du trône, mais également salle du Conseil des Neufs, et là, il a assisté à une manifestation magique à glacer le sang. Cet épisode, je n'en dirai pas plus. Il reste assez mystérieux et je décrirai plus tard exactement ce qu'il en était et pourquoi cela a occasionné un traumatisme extrêmement durable chez Meskener. C'est pour ça que Meskener hésite à fomenter ou à déclencher ce coup d'État avec l'aide d'Andret et d'une partie de la noblesse du royaume.